Une fille à l'étranger, franchement, il faut être forte d'esprit. Il faut savoir, franchement, si quel que soit ce que je ferai, c'est à l'image de mon pays. On ne voit pas la fille en tant que telle, mais on voit tout le pays. La première des choses qui frappe les gens, c'est quand je dis que j'étais en Russie, j'ai jamais pris de vodka. Les gens sont super choqués. Il y en a qui me disent qu'en fait, je mens même. J'étais d'ailleurs le seul noir de ma promotion, donc c'était un peu quelque chose. On regardait tout le temps ce que je faisais. Le gars qui venait de l'Afrique, il est comment? Qu'est-ce que vous faisiez à l'Afrique? L'Afrique, c'est comment? Bienvenue dans le podcast Zanché. Aujourd'hui, notre fada est posée à l'espace public Guntuyena, en plein cœur de Niamey. Après l'obtention du bac, nombreux sont ceux qui décident de poursuivre leurs études hors du pays. Bénéficiaires de bourses de coopération ou à titre privé, en allant étudier hors du pays, on décide d'embrasser une nouvelle vie, à laquelle on ne s'est pas forcément préparé. Étudier à l'étranger, bon plan ou pas forcément? On en parle aujourd'hui avec Zainab et Din, deux jeunes Nigériens qui ont étudié hors de nos frontières. Bonjour. Bonjour Islaman. Bonjour Zainab. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Bon, ça va bien. Dieu merci, on n'a pas à se plaindre. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être avec vous. Alors, on va commencer peut-être par se présenter. D'accord, comme je suis galant, les dames d'abord. Merci beaucoup. Je me présente à Mahamman Zainabou. Je suis jeune Nigérienne. J'ai étudié au Burkina Faso en droit public et économique. Arrivée au Burkina, je me suis inscrite à ICAO. D'accord. D'accord, donc je me présente Issa Haruna Nordine. Je suis ingénieur de réservoir et actuellement en première année de thèse à l'université fédérale Gubkin de Moscou. Donc après l'obtention de ma licence au Niger, je suis parti faire mon cycle ingénieur en Russie et c'est là-bas que je continue jusqu'en la thèse. Alors, comme tu as parlé de galanterie, on va commencer avec Zainab. Okay. Alors Zainab, étudier à l'étranger, est-ce que ça a toujours été un rêve d'enfant qui se réalise? Non, j'ai jamais rêvé d'aller à l'étranger. J'étais partie à l'étranger parce que dans les universités publiques, c'était pas facile d'aller de l'avant. Parce qu'il y a le retard qui est là. Souvent aussi, en tout cas, beaucoup d'obstacles ont fait en sorte que je quitte mon pays pour aller vivre ailleurs. Ailleurs. Oui. Alors Din, et toi, c'était la même situation? Non, pas franchement. Moi, quand j'avais fini ma licence, je voulais même partir à l'EMIG en fait. Donc, c'est après que je me suis dit que j'ai regardé la situation de l'EMIG et l'opportunité de partir en Russie s'était présentée à moi. C'était quelque chose que j'avais même pas prévu, quoi. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est quelque chose que j'avais planifié. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'y aller? Ou bien tu n'avais pas le choix? Non, j'avais le choix parce que j'ai dû faire une année sabbatique pour partir. C'était un choix assumé après, quoi. Quand j'avais eu la bourse, je me suis dit, ok, donc je vais aller voir de l'autre côté chez Poutine. C'est que ça allait donner. Et puis comme mon domaine c'est un secteur récent, donc la compétence et comment est-ce qu'on appelle pas vraiment la compétence, mais on peut dire qu'on n'a pas encore pris nos marques dans le domaine pétrolier dans ce pays-là. Donc je me suis dit, partir en Russie, un pays qui a expérimenté dans le domaine. Ouais, ils ont plus de 100 ans d'histoire avec le pétrole, donc je me suis dit que c'est une opportunité à saisir. Alors Zainab, quand vous étiez arrivé, quels étaient les premiers défis? Arrivé là-bas, tu ne connaissais personne. Il fallait t'associer à des riverains d'abord. Il fallait que tu fasses des connaissances. Tu n'es pas très sûr d'être dans des bonnes mains. Donc il y a le social. Deuxièmement, il y a le stress d'y arriver à la tâche qu'on s'est fixée. Et troisièmement, c'était surtout
l'ambiance de la ville. C'était pas la même. C'était pas la même. Il fallait apprendre tout. Si tu pars dans un pays où vous ne partagez pas la même culture, la même langue, les mêmes comportements, c'est un peu difficile pour toi de t'adapter. Donc, tu prendras un peu le temps d'observer avant de t'adapter. Avant de t'adapter. Oui. Dine, Ouais. de 40 degrés, tu tombes à moins 40 degrés. Ah, c'était le choc, hein. C'était le choc, franchement. Comment est-ce qu'on appelle? Mon premier jour en Russie, déjà, quand j'avais quitté Niamey, il faisait quoi? Il faisait dans les... Ouais, c'était déjà le début de l'hiver à Niamey, il faisait quoi? Dans les 24-25. J'ai atterri à Kazan. À la sortie, déjà, comment est-ce qu'on appelle? Il y avait quelques petites... Il y avait la barrière linguistique qui était déjà là. Donc, il fallait trouver un taximan qui parle anglais. Et je ne savais même pas dire donne-moi de l'eau en russe. Donc, il y avait déjà ça. Et puis, je sors de l'aéroport, il faisait déjà moins de 2. C'était le frigo. C'était vraiment le frigo. Et puis, je n'étais pas préparé parce que je ne portais même pas les habits nécessaires, en fait. C'était vraiment Compliqué. C'était une expérience, en fait. C'était des choses de la vie qu'il fallait apprendre, quoi. C'était vraiment glaçant comme expérience, franchement. Mais c'était plaisant aussi parce que bon, tu te dis que c'est l'aventure, quoi. Il y a une autre il y a des perspectives de la vie qui s'ouvrent à toi. Il y a une culture, tout un autre monde que tu ne connaissais pas et que tu vas devoir apprendre. J'étais vraiment excité à l'idée de connaître, comment est-ce qu'on appelle, de me fondre, quoi, dans l'ambiance là-bas. Et est-ce qu'il t'est arrivé des moments où tu as regretté? Non, à aucun moment je n'ai regretté d'être parti en Russie étudier. À aucun moment. Zénob? Ce qui m'a surtout un peu déçu de l'étranger, c'est surtout le problème financier. Nous, les étudiants à l'étranger, souvent, avant la réception De la bourse, par de exemple. la bourse surtout, avant que la famille s'occupe de toi, tu vas galérer un petit moment. Donc quand tu es en galère, tu as l'impression d'être malade. Tu as l'impression de revenir au pays. Parce que si tu es chez toi, tu ne vas pas en manquer de quoi manger. Voilà un peu, si je me rappelle que de là où je viens, tout le problème là ne se posera pas. Donc on a envie franchement de vouloir tout abandonner et puis tout foutre à l'air et rentrer. Et rentrer à la maison. Mais Dieu merci, on tient le coup. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Dine, il t'arrive d'être en galère? Bah oui, ça ne manquera jamais. Tu es à l'extérieur, là, tu es loin des parents, tu vis à ton propre compte, tu dois gérer tes propres finances toi-même. C'est une autre expérience, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et surtout que, bon, c'était une bourse de coopération, effectivement. Il y a le problème de la bourse aussi, déjà. Mais bon, Dieu merci, il y a à la maison les parents qui t'aidaient et en même temps la Russie aussi t'offrait le foyer parce que ouais, il y a effectivement les amis aussi et puis comment on appelle ça, le logement c'est la Russie qui offre donc Ça va? ça va effectivement, c'était pas... Zénob, pour une fille qui va étudier à l'étranger, beaucoup se disent qu'elle va être abandonnée à elle-même. Est-ce que ça t'est pas arrivé des situations où les gens t'ont déconseillé d'y aller? Avant de partir dans ma propre famille, il y avait ce problème qui se posait. Parce que ma famille a un souci ils ne savent pas là où Tu vas je être dois me hébergé. rendre. Ok. Qu'est-ce que je ferais face à des harcèlements venant d'autres hommes, on ne sait jamais. Donc si tu laisses ton enfant aller à l'étranger, et là, il va prendre soin de lui-même. Donc il y a ces soucis-là d'abord dans la famille. Donc deuxièmement, toi-même, tu vas te dire, est-ce que je peux tenir en tant que femme, en tant que jeune fille? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il y a tous ces soucis-là qui se posent. Mais l'essentiel, c'est de faire la tâche que tu es parti faire.
en bonne et due forme. Parce qu'une fille à l'étranger, si elle ne fait pas attention, elle risque de plonger. Je préfère ne pas être dans le débat. Une fille à l'étranger, franchement, il faut être forte d'esprit. Il faut savoir, franchement, si quel que soit ce que je ferai, c'est à l'image de mon pays. On ne voit pas la fille en tant que telle, mais on voit tout le pays. Si je commets des actes qui sont pas bons, on dirait, les gens diront que c'est la Nigérienne. Exact. Donc, c'est la raison pour laquelle quand on avait une association des jeunes femmes, des jeunes filles. On se soutient, on se donne des conseils. S'il y a une qui a un problème, on se réunit, on se donne des conseils. Une telle, il faut faire doucement. Parce que nous sommes là pour étudier. Quand on est là pour étudier, on étudie. Parce que si tu n'étudies pas, tu vas décevoir ta propre famille. Tu vas décevoir ton pays. Ouais. Tu vas décevoir tous les gens qui te connaissent. Et c'est pas bon. Ouais. Donc on était partis étudier et on a étudié, on a eu nos diplômes et on est rentré. Parfait. Donc on est considéré comme une fierté nationale. Exactement. Dine, est-ce que tu as valablement défendu les couleurs du Niger en Russie? Je me dis que oui, j'ai fait de mon mieux. Il y avait 2 Nigériens dans notre promo. On était, sans être prétentieux, je vais dire. Il était, comment on appelle ça, major de sa promo. C'était pas la même section, j'étais, comment on appelle ça, j'étais pas major de ma promo, de ma section, mais j'étais quand même dans le top 3. Donc, on peut dire qu'on a valablement défendu les couleurs du Niger, non? Okay. Alors Zainab, quels sont les avantages d'aller étudier à l'étranger? Les avantages d'aller étudier à l'étranger, c'est surtout cette connaissance-là. Quelqu'un qui quitte son pays pour aller vers d'autres horizons, il a d'abord l'avantage d'être socialement bon. C'est en fait l'expérience que tu vas acquérir. Que tu vas acquérir. Parce que tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais voyagé. L'avantage, surtout côté études, c'est la rapidité. Ici au Niger, on est toujours en retard en côté études ou bien? Je ne dirais pas partout, mais là où je viens. Le domaine du droit. Le domaine du droit, surtout dans le public, c'est franchement très, très désagréable. Le retard est long. Les examens sortent à compte-gouttes. Tu peux faire des examens et puis attendre jusqu'à 3 mois pour avoir tes résultats et des résultats qui soient assez catastrophiques. Mais là-bas, avec 6 mois, tu as déjà validé l'année si tu ne reviens pas en session. Donc voilà ce que j'appelle la rapidité de l'exécution des tâches scolaires. Oui, le parcours est rapide. Troisièmement, ce que j'ai aimé du Burkina, c'est des gens intègres. C'est des gens qui aiment l'étranger. Si tu leur dis que tu es un étranger, tu leur donnes, tu les attires, surtout un Nigérien. Les Nigériens sont très appréciés au Burkina. Franchement, je ne regrette pas d'étudier au Burkina Faso. Selon toi, pourquoi le Nigérien il est bien accueilli au Burkina? Pourquoi est-ce que le Nigérien il est bien accueilli au Burkina? C'est parce que aussi en retour le Nigérien il est accueillant? Parce que oui, on l'est, non? Le Niger, c'est un pays formidable qui aime les étrangers. Oui, le Niger est un pays formidable avec des gens bien. Le Nigérien est très généreux parce que les gens avec qui j'étais restée, quand je prends ma robe des Nigériens, en tout cas, c'est des gens qui ne me reprochent pas, qui me reprochent la générosité. Tu comprends? Donc, si je suis généreuse, c'est parce que peut-être d'un côté, je viens d'un pays, oui, qui partage. Dine, le choc culturel. Effectivement. Est-ce que tu as vécu le choc culturel?
Bon, je dirais pas que j'ai vécu un choc culturel parce que la région où j'étais, ils sont de culture musulmane en fait. Donc, c'était pas donc le fait de prendre son tapis et aller à la mosquée, c'était pas quelque chose de choquant par exemple là-bas. De nouveau pour eux, c'était pas Oui, quelque c'était chose pas de de nouveau. Donc, et puis le nom même en fait, comment on appelle ça? Je me suis rendu compte que Nourdine, c'est un nom très répandu là-bas même en fait. Donc dès que je décline mon nom, je dis je m'appelle Nourdine, les gens se disent ah tu t'appelles, j'ai un oncle, un frère qui s'appelle comme ça et puis tu engages la conversation avec les gens et puis tu te fonds dans la masse quoi. Le seul problème que j'avais eu avec comment on appelle ça, bon avec comment on appelle ça, j'ai eu du mal à m'y faire quoi, en fait. C'était comment on appelle ça. Le fait que le noir, par exemple, là où j'étais, c'était quelque chose d'exotique, quelque chose de, comment est-ce qu'on appelle, de très rare. Quoi, en fait. Ils ont Pour pas eux, c'était une attraction. Oui, ça devient une attraction parce qu'ils n'ont pas trop de contact avec les Noirs. Quoi. Donc, c'était quelque chose. Parfois, ça t'attire des ennuis, parfois aussi, tu deviens, comment on appelle ça, l'objet d'attraction, les gens viennent à toi. Une expérience? Oui, ça devient une nouvelle expérience. Donne-nous une expérience que tu as vécue. Par exemple, comment on appelle ça, un jour, en fait, je déménageais, donc j'ai croisé, je crois que le gars, il doit être, comment on appelle ça, c'était un Tatar, je crois bien. Les Tatars, c'est, comment est-ce qu'on appelle, les habitants de la région du Kazan. Donc on discutait avec le gars, il est venu me prendre avec mes bagages, tout, on a discuté. Le fait que je sois noir et musulman, ça l'a vraiment intrigué, donc il a engagé la conversation avec moi, on a discuté, et puis il me dit que non, en fait, il va pas prendre mon argent, quoi. Je suis un frère. Ça, c'était une expérience agréable. C'était agréable, mais bon, pas tout le temps, pas pour tout le monde, parce que il y a une anecdote là que j'aime décliner à chaque fois que il y avait c'était mon collègue nigérien, il était devant le bâtiment de chimie. Un gars est venu le voir, il lui a fait comprendre que nous, chez nous, en russe, donc il lui a dit, nous, chez nous, ici au Tatarstan, les gens comme toi, on n'en veut pas. Tu vois un peu, donc, je peux pas dire que de mon côté, c'était agréable, alors que j'ai comment est-ce qu'on appelle, de l'autre côté, il y a des gens qui ont été, comment on appelle ça? Qui ont vécu de mauvaises expériences. Des mauvaises expériences, donc il faut un peu équilibrer les choses, il faut pas enjoliver la situation, dire que non, les Russes, c'est des gens... tout est rose. Tout est rose, tout n'est pas vraiment rose. Au Burkina, c'est des gens qui n'ont pas de problème côté habillement. Tu peux t'habiller comme tu veux, personne ne te juge. Au Burkina, les gens pensent que tout est un droit pour toi. Par exemple, aller en boîte le week-end. Personne ne te juge. Les gens pensent que c'est ton droit d'aller te défouler. C'est le week-end, tu dois te reposer, tu dois prendre de l'air en fait. Mais ici, si quelqu'un part en boîte, dans le quartier, personne ne va vouloir lui parler. Donc, côté culturel, on est un peu différent. On est un peu différent, merci. Et maintenant, quel était, voilà, toi, ton choc culturel alors? Moi? Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Oui, parce qu'il y a une fois, on était sortis entre amis filles. On était dans un restaurant. Presque toutes les filles buvaient, prenaient de la bière. Maintenant, ce qui m'a un peu étonnée ou bien choquée, c'était le fait qu'ils veulent que je goûte coûte que coûte. Alors que chez nous, c'est interdit. C'est interdit par tout bon musulman. Ils ont tout fait pour que, au moins de prendre une gorgée. C'est ce que j'ai pas fait. C'est ce que j'ai pas aimé. Parce que quand quelqu'un tient à sa culture, à sa religion, il fallait pas insister. Oui, voilà. Mais tu étais parvenu à gérer quand même. Tu as dit que tu étais parvenu à rester sur ta position. J'étais parvenu à rester nigérienne, à rester culture nigérienne, à rester étudiante burkinabé, mais provenant du Niger. Alors, une fois au Burkina, qu'est-ce qui t'a le plus manqué du Niger? Ce qui m'a... Le plus manqué du Niger? Ce qui m'a manqué du Niger, c'est de la viande. Parce que là-bas, il y a la viande de porc que nous, on ne mange pas.
En tout cas, rares sont les endroits où tu peux avoir la bonne viande. Donc, il fallait envoyer les kilichis et autres. Mais quand même, on est resté fidèle à nous-mêmes. Tu comprends? Fidèle à notre culture, fidèle à nos oui, traditions. Oui, tout ce qui est en tout cas étranger à nous, nouveau, on ne le consomme pas. On est resté nous-mêmes parce qu'on prépare pour nous-mêmes. On ne peut pas manger leurs sauces. Parce qu'il y a diverses sauces là-bas que nous, on ne connaît pas. Donc, au regret de ne pas vomir ou bien de ne pas avoir des nausées ou bien confronté à des difficultés que tu n'as pas l'habitude de poursuivre. Donc, on est resté sauce nigérienne, nourriture nigérienne. C'est pourquoi ils nous disent qu'on ne veut pas trop s'y mixer dans leurs affaires. Un Nigérien reste un Nigérien, il n'est pas ouvert. Et vous assumez le fait de ne pas être ouvert? On reconnaît ce petit aspect, ce petit côté. On le reconnaît. Oui. Dean, et toi, qu'est-ce qui t'a le plus manqué une fois à Kazan? Une fois à Kazan, l'une des premières choses qui m'ont manqué, c'est ce sentiment, comment est-ce qu'on appelle, cette sensation-là de sentir quand tu foules le sol, tu es chez toi. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand j'étais revenu au pays là, parce que il y a ce sentiment-là que tu es vraiment chez toi, tu regardes les gens, tu regardes autour de toi, tu te dis ici c'est chez moi en fait. Parce que je vais revenir sur le côté où je disais tout à l'heure là, le fait d'être noir. Quoi. Parce que c'est vraiment frappant de se dire que en fait, quand tu es au Niger, le fait d'être noir, tu ne le perçois pas quoi, en fait. Oui, parce que les gens autour de toi, tu ressembles. La majorité, ouais, les gens se ressemblent. Mais c'est se trouver en situation de minorité. C'est vraiment une sensation assez nouvelle pour moi. Et puis, c'était vraiment l'une des choses qui m'avait marqué. Quoi. Et c'était la première fois de te retrouver au milieu d'autant de blancs? Voilà, effectivement, des blancs. Et puis, des gens qui ne me ressemblaient pas, mais qui ne me ressemblaient pas. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire que tu allais rester là-bas définitivement? Que j'allais rester définitivement? Non, ça ne m'a pas franchement traversé l'esprit. Je savais ce que j'étais parti faire. Je voulais avoir mon diplôme et revenir au pays d'abord. Donc c'est après que l'opportunité de faire la thèse s'était présentée même à moi. Sinon, je voulais même arrêter au cycle ingénieur. Bon, après, j'ai eu la possibilité de poursuivre pour la thèse. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi s'arrêter à bon chemin, à si bon chemin, quoi. Et pas boucler la boucle, là. Après, revenir affronter la réalité du pays. Zainab, et toi, est-ce qu'il t'est arrivé des moments où tu voulais rester définitivement au Burkina? Non, à aucun moment. L'idée ne m'est pas parvenue de rester là-bas. J'étais partie avec la passion d'étudier et revenir pour servir mon pays. Et c'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui que tu es revenu, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au pays? La Zainab qui était partie au Burkina, la Zainab d'avant, au retour n'était pas la même Zainab. Parce que je t'ai dit, le Burkina est un pays intègre. Le Burkina, c'est un pays où la rigueur prend le dessus, côté études, côté travail. Tu as le temps, il n'y a plus de mariage, de baptême. Tout le temps, c'est des bibliothèques, c'est des recherches. C'est qu'ici, tu n'as même pas le temps de faire. Donc, quand j'étais revenue documentée. Plus forte que J'étais jamais. revenue avec plus d'expérience. J'étais revenue avec beaucoup de patience et de sociabilité. J'étais revenue parce que je dois partager ce que j'ai appris là-bas, à l'étranger. Dean, aujourd'hui que tu es ingénieur, en attendant de devenir docteur, est-ce que tu penses déjà pouvoir apporter quelque chose au pays? Actuellement, Ou bien on doit encore attendre? bon, je me dis que je peux être utile, comment on appelle, je peux apporter ma part de pierre à l'édifice. Parce qu'avec ce que j'ai appris là-bas, je me dis que bon, j'ai les outils, comment on appelle ça, pour... Nécessaire. Effectivement, j'ai les outils nécessaires pour comment on appelle, apporter ma part de contribution dans cette industrie nouvelle-là qui
est encore en pleine explosion dans notre pays. On a encore des endroits inexplorés dans ce pays-là, donc il va falloir qu'on fouille un peu encore le sous-sol, là, voir si on n'a pas encore des gisements cachés là. Dans le domaine pétrolifère, le sous-sol nigérien reste encore vraiment inexploré. Donc je me dis que bon... Tu penses qu'il y a de la matière? Il y a matière à creuser, comme dit dans notre jargon. Il y a matière à creuser. Alors, on va revenir un peu sur la vie de l'étudiant. Alors, certains pensent que lorsque tu étudies à l'étranger, il n'y a plus aucune limite. Tu peux tout te permettre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a été ton cas, par exemple? Pour mon cas, c'est vrai qu'il y a certaines libertés que tu peux te permettre de prendre certaines libertés que tu n'avais pas ici. Mais bon, je crois que tout dépend de l'éducation que tu as, les principes de vie que tu as. Tu vois un peu, comment on appelle ça, ta personnalité, quoi. Il y a des choses, par exemple, comme ce qu'elle disait, quoi. Bon, quand la première des choses qui frappe les gens, c'est quand je dis que j'étais en Russie, j'ai jamais pris de vodka. Les gens sont super choqués. Il y en a qui me disent qu'en fait, je mens même. Mais non, tu peux traverser l'hiver russe sans prendre de l'alcool. Et beaucoup de gens le font. Même les Russes, c'est pas tout le monde qui boit là-bas, tu vois un peu. Donc, je crois que tout dépend de ton organisation, tes principes de vie et comment tu te vois, en fait, dans l'avenir. Parce que parfois, il y a des choses que tu peux faire dans ta vie d'étudiant qui peuvent te rattraper après. Donc, il y a tous ces genres de paramètres. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Mais qu'est-ce que toi, tu te permettais de faire là-bas à Kazan qu'aujourd'hui, ici à Niamey, tu ne peux pas te permettre de faire? Par exemple, quand j'étais à Kazan, je sortais souvent avec des amis. C'était quelque chose que je faisais rarement dans ce pays-là. C'était quelque chose que je faisais rarement et puis je fréquentais une sorte de bar tabac. Tu pars là-bas, il y en a qui consomment leur alcool et tout ça là, quoi. Et puis ça a même changé ma perspective dans ce genre d'endroit, par exemple. Dans ma tête, je me disais que bon, quand tu pars dans un bar, c'est forcément pour boire de l'alcool. Alors que pas forcément. Quand on partait là-bas, on prenait des boissons. Ceux qui buvaient, il y avait des filles avec nous. Ceux qui ne buvaient pas prenaient autre chose, quoi. Il y avait toute la palette culinaire de la Russie qui se présentait à toi. Donc, c'est des expériences de vue que j'ai pas eu à mener ici. Donc, que tu peux pas te permettre ici? Non, c'est que je ne pouvais pas me permettre avant, quoi. Mais maintenant, je me dis que bon, j'ai changé de perspective, quoi. Il y a toujours, les principes sont toujours là, mais il y a certaines libertés que je peux me permettre de prendre maintenant. Alors Zainab, est-ce qu'il y a certaines libertés que tu pouvais te permettre de prendre de l'autre côté au Burkina, mais que tu ne peux pas te permettre ici? Non, parce que je me vois plus libérale ici dans mon pays qu'ailleurs. Parce que là-bas, au Burkina, je ne peux pas circuler la nuit. Je me dis que si quelque chose m'arrivait, je donne une mauvaise image de mon pays. La famille ne va plus jamais me croire. Donc, presque toutes les nuits, à part des occasions rares où on sort aller dans les restaurants parce qu'au Burkina, vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque couloir, il y a un restaurant. Ce n'est pas comme ici. Oui. Donc, les sorties entre filles, ça ne manque pas. Mais je suis un peu plus libérale à Niamey ici qu'à l'étranger. Qu'à l'étranger. Oui. Ouais. Parce que, premièrement, il y a le manque de moyens de déplacement qui est là, qui fait défaut. Donc, emprunter un taxi à l'air, la nuit, c'est compliqué. Deuxièmement, il y a l'éducation que j'ai reçue. Troisièmement, je suis ambitieuse. Quand tu es ambitieuse dans la vie, il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire, il faut prendre la directive. Parce que, comme mon ami l'a dit, le passé rattrape toujours. Donc, j'étais restée dans la même lancée qu'avant. Comme si j'étais toujours étrangère. Oui. Dine, le climat, comment est-ce que tu as tenu? Le plus grand facteur. Non, en fait, tu disais que tu n'avais jamais plus de vodka et qu'on pouvait vivre dans l'hiver russe.
sans prendre de vodka. Donc Oui. comment est-ce que tu as tenu? Oui, tu sais, contrairement à nos pays, je crois que les Russes, ils ont appris à vivre avec le froid. Ils s'y préparent, que ce soit de leur manière de construire, de leur manière de s'habiller, tu vois un peu. Les gens changent de comportement, de manière de s'habiller, tout ça là, en fonction de, comment on appelle, le climat. Parce que quand j'étais parti, je me suis rendu compte que, en fait, il va falloir que je change de manière de m'habiller. Avant, j'étais quelqu'un qui aimait surtout porter des t-shirts. Tu pouvais pas te permettre ça là-bas. Effectivement, j'ai, comment on appelle ça, et puis j'étais pas tellement, j'aime pas, même ici, j'aime pas, quand je porte des pullovers par exemple, j'aime pas mettre le chien. J'ai pris un coup de froid là, un jour là, et puis ça m'a rappelé à l'ordre. Mais globalement, quand tu te prépares, les gens se préparent avant de sortir, donc ça te permet d'affronter. Psychologiquement même, tu te prépares, quoi. Quand tu vas sortir, tu prends tes précautions, les gens, ils ont leur manière de s'habiller là-bas qui te permet d'affronter le froid. Donc, c'est pas un grand souci, les gens. C'est pas un grand souci, franchement, parce que l'appréhension que les gens ont par rapport à la Russie, c'est comment je vais survivre. Oui, parce que la Russie, c'est un frigo quand même. C'est vrai, quand tu as 9 mois comment est-ce qu'on appelle, 9 mois d'hiver, parfois c'est chaud. Mais les gens ont appris à vivre avec le froid. Donc quand tu vas voir comment les gens font et puis tu vas t'adapter aussi, effectivement. Tu vas prendre tes précautions. Zenob, quel est ton conseil à tous ces jeunes qui ambitionnent d'aller étudier à l'étranger? Tous les jeunes qui veulent aller à l'étranger, en tout cas, je trouve ça excellent. C'est une occasion agréable d'acquérir assez d'expérience. Parce que être stagné dans ton propre pays, je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez d'ouverture, mais les ouvertures sont énormes, sont plus énormes si tu quittes. Parce que à l'étranger, c'est comme si tu apprends la diversité. Tu apprends à accepter l'autre selon sa culture, son ethnie, sa langue et sa manière de se comporter. On était restés avec des Burkinabés. C'est des gens, de leur grande majorité, c'est des chrétiens. Donc on n'a pas les mêmes visions des choses. Mais quand même, on a appris à rester ensemble dans la cohésion, dans le socialisme, dans le partage d'expériences. Donc je me dis que c'est une belle occasion. Et surtout, cette occasion-là qui te fait étudier, qui te fait bosser, qui te fait avancer, qui te fait apprendre des choses que dans ton propre pays, tu ne peux pas y en avoir. Donc franchement, tous ceux qui ont cet amour de quitter, cet amour d'aller acquérir des expériences, c'est en tout cas une belle occasion. Mais ils doivent se préparer quand même. Mais ils doivent se préparer même pas financièrement, moralement et surtout socialement. Parce que il y a des fois où tu es dans un célibatérium, tu n'es qu'un seul Nigérien dans ce célibatérium. Donc si tu restes Nigérien, tu vas y arriver. Mais si tu restes dans ton propre coin, tu ne vas rien apprendre. Il faut apprendre à te comporter un peu comme eux. Il faut aller vers eux. Il faut apprendre avant que ça ne soit un peu tard. Parce que si tu reviens, il n'y a rien. Tu n'as rien appris d'eux. Et tu reviens avec que ton diplôme. Si seulement tu étudies, si tu n'étudies pas, on te renvoie. Tu reviens bredouille, tu n'as rien. Et c'est un choc pour ta propre famille. C'est un choc pour tes amis et ton entourage. Parce que tes voisins diront, ton enfant est venu, félicitations. Félicitations pourquoi? Il n'a rien amené. Rien. Donc pour toi-même, c'est assez frustrant. Donc mon conseil, si même voyage y est, c'est en tout cas aller avec l'amour et la passion de ces études qui t'ont amené. J'ai vu des étudiants nigériens qui sont là-bas. Leurs propres familles ne savent pas quel est leur niveau réel d'études parce qu'ils mentent toujours à leur famille qu'ils sont à tel niveau de licence, de deuxième année de master alors qu'ils sont toujours en première année. Wow. C'est ce qui n'est pas bien. Oui.
Au moins, si tu n'étudies pas, aie le courage de dire la vérité. Peut-être dans ton fort intérieur, consciemment, tu auras la paix du cœur. Mais quand tu fais croire à ta famille que tu es en train d'avancer, ça fait une double charge. C'est pas bon. Dean, quel est ton conseil à tous ceux qui ambitionnent aujourd'hui d'aller étudier à l'étranger? Ok, donc déjà, je vais commencer par dire que étudier à l'étranger, c'est pas une fin en soi. Parce que comment dire ça? C'était pas quelque chose, comme j'ai eu à le dire au début, c'était pas quelque chose que j'avais planifié. Il arrive qu'on ait les opportunités d'aller étudier à l'extérieur, mais bon, au Niger même, on peut se réaliser, quoi. Donc, c'est pas parce que l'autre est parti étudier à l'extérieur il sera plus intelligent que toi, il aura plus de, comment est-ce qu'on appelle, il sera plus compétent. Bon, tu sais, on dit le voyage, c'est une forme d'école. Voyager même, c'est une sorte d'école de la vie. Ça t'ouvre des horizons, tu découvres certaines choses que quand tu restes dans ta zone de confort, tu sais, il y a des choses que tu n'apprends pas. Mais sur le plan strictement académique, je me dis que si tu envisages d'aller étudier à l'extérieur, franchement, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement et comment on appelle ça? Et sur le plan financier aussi, comme il a eu à le dire. Parce que sur le plan mental, parce que tu vas découvrir des choses que tu ne verras jamais chez toi. Tu seras l'autre en fait quand tu vas à l'étranger. Tu seras l'autre. Tu ne seras jamais toi comme tu es chez toi. Tu seras toujours l'autre, celui qu'on va regarder. On va regarder chaque fait et geste. Parce que j'ai vécu ça en Russie. J'étais d'ailleurs le seul noir de ma promotion. Donc c'était un peu quelque chose. On regardait tout le temps ce que je faisais. Le gars qui venait de l'Afrique, il est comment? Qu'est-ce que vous faisiez à l'Afrique? L'Afrique, c'est comment? J'étais une sorte d'ambassadeur, quoi. Donc, c'est vraiment une charge, quoi. Alors Zena, pour conclure, est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour conclure? J'ai beaucoup aimé le fait de quitter le Niger, un pays que j'aime tant, un pays à travers lequel on m'identifie, pour aller dans un autre pays, un pays d'accueil, un pays plein de potentialités, qui est le Burkina. Je n'ai jamais regretté le fait d'être là-bas, parce que ça m'a permis en tant que jeune fille de pouvoir me dépendre de moi-même, de pouvoir me contenter du peu que j'ai. Je ne peux pas, dans le peu que tu as, aller les bousiller dans des choses inutiles, alors que si tu restes chez toi, c'est une provision peut-être de 2 à 3 mois. Et en restant chez toi, tu peux faire de la lecture, tu peux être utile à toi-même. Donc franchement, j'ai aimé le Burkina parce que c'est un pays d'accueil, un pays où les gens sont galas. Si tu leur dis que tu es étranger, ils sourient comme ça. Dean, pour conclure. Moi, je ne dirais pas que aller étudier à l'extérieur, c'est la seule manière de se réaliser. On peut rester ici, se réaliser. On peut aller à l'extérieur, ne pas se réaliser. Donc, il ne faut pas en faire, comment on appelle ça, aller étudier à l'extérieur. Il ne faut pas en faire un truc très select. Il faut le faire, sinon tu n'as pas réussi, tu n'as pas accompli un truc dans ta vie. Donc, ceux qui veulent le faire, je les encourage parce que c'est une expérience vraiment formidable que j'ai vécue. Ceux qui ne veulent pas le faire ou bien qui n'ont pas le moyen, qui ne se stressent pas, c'est franchement pas un truc, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas une fin en soi. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci Dean et Zainab d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés du début jusqu'à la fin. On espère que ce thème vous a intéressé. On se dit donc à la prochaine fois pour d'autres sujets dans Zanche Podcast. À la prochaine. Au revoir et bye bye. Zanche.